On va commencer. Donc déjà, merci d'être présent pour a priori ce dernier pour la saison scolaire, on va dire 2022-2023 du séminaire. Il n'y aura pas a priori avant la rentrée. Quelle information supplémentaire? On enregistre, comme d'habitude, mais je le redis au public, sachez que quand vous posez une question, elle va être enregistrée, après ce sera rediffusé. Donc si vous voulez expressément que votre intervention soit coupée, parce que vous avez le droit, il faut nous le dire en fait, on pourra le faire. Voilà. On fait pas signer des papiers à tout le monde parce qu'on estime que c'est un peu surdimensionné, mais en tout cas, sachez qu'il faut nous le dire si jamais, vous voulez pas être, heu, remis sur internet après, même si on entend que votre voix, voilà. Donc aujourd'hui, on est content d'accueillir Miguel. Il est content d'être là. Tout le monde est content. Donc un petit mot rapide, Miguel, toi tu es ingénieur des ponts, forêts Oui, et forêt. ouais, forêts, voilà. Et donc la plupart des gens ici te connaissent parce que tu as fait ton passage, en thèse, en Ouais, fait, au sein du au BETA, bêta. donc avec de l'économie appliquée à la filière forestière. Oui, C'est à peu près ce que j'ai compris. Et donc maintenant, tu es au CIRED et tu vas nous présenter ce que tu fais maintenant, en fait, j'imagine? un peu des 2 en Un fait. peu des 2. Un peu de OK, ce que je faisais ici, un peu de ce que je fais maintenant. très bien. Donc bah, la parole est à toi, Merci en route. Julien, merci, Nicolas et Esther aussi qui n'est pas là aujourd'hui. Merci pour Elle est en l'invitation. ligne? Elle est en ligne? Oui, oui. Bonjour Esther et merci. Merci pour l'invitation. Je suis, content de revenir à Nancy pour ce petit, séminaire et mon objectif aujourd'hui, en fait, ça va être de vous parler d'interdisciplinarité et de modélisation. Parce que, moi, au cours de mes recherches, de ma thèse et ensuite, j'ai beaucoup travaillé à l'interface entre plusieurs disciplines, notamment entre l'économie et les sciences de l'environnement. Beaucoup de collaboration avec, des personnes issues de disciplines différentes et je voulais, voilà, partager quelques expériences au travers de 2 travaux qui vont me servir d'illustration sur, ce que c'est que de faire de l'interdisciplinarité. Qu'est-ce qu'on peut en retirer? Quel est l'intérêt, en fait, de mener des travaux de recherche interdisciplinaires dans un monde où, les recherches restent toujours, fortement marquées par, des, limites disciplinaires, que ce soit au niveau des organisations, des projets ou des activités. Hem, donc déjà, pourquoi mobiliser plusieurs disciplines? À mon sens, il y a plusieurs raisons, pour lesquelles on peut avoir envie de mobiliser plusieurs disciplines. La première, elle est thématique, c'est qu'on peut avoir envie de traiter de nouvelles questions qui sont, difficiles à traiter, lorsqu'on reste dans une seule discipline avec un seul jeu de méthodes. Mais aussi parfois pour aller plus loin. Il y a des questions qu'on ne peut pas traiter, souvent pour des raisons méthodologiques, en restant dans sa discipline et on a besoin d'aller chercher ailleurs, les méthodes, les concepts, les approches pour pouvoir traiter, cette question et aussi pour identifier des interactions entre différents domaines, en fait, qui peuvent ne pas communiquer lorsqu'on reste dans une recherche disciplinaire et qui, lorsqu'on en mobilise plusieurs disciplines et ben, on peut les traiter. Une deuxième raison, c'est une raison plutôt, de développement personnel, on pourrait dire. Lorsqu'on travaille de manière interdisciplinaire, ça nous aide à prendre, du recul, à échanger. Ça nous amène à échanger avec des chercheurs issus d'une culture scientifique, différente et ça enrichit en fait, c'est un enrichissement scientifique, personnel et collectif. Donc, on peut en retirer quelque chose, personnellement. Et pour finir, sur le plan méthodologique, pour moi, ça permet de, à la fois capitaliser sur les travaux des autres, de se rendre compte des méthodologies développées dans d'autres champs de recherche, qui sont parfois plus avancées que dans son propre champ de recherche, nous permettent d'accélérer, ou à l'inverse aussi de, valoriser les travaux de sa propre communauté de recherche auprès d'autres communautés, sachant que parfois les frontières peuvent être hermétiques. Mener des travaux pluridisciplinaires permet de les casser, on va dire, en partie. Il y a plusieurs termes qu'on retrouve. Donc on parle souvent de pluri, inter ou transdisciplinarité. Donc il y a des petites différences, assez subtiles que je ne maîtrise pas entièrement entre ces différents termes. Mais ce qu'il faut retenir en fait, c'est que quand on parle de pluridisciplinarité, on est plutôt sur de la juxtaposition. Dans un projet, on peut avoir plusieurs axes de recherche avec des disciplines différentes qui sont mobilisées, mais qui sont simplement juxtaposées pour apporter chacune leur éclairage. Ensuite, on a l'interdisciplinarité, où on va utiliser plusieurs disciplines en interaction, par exemple des méthodologies ou des cadres conceptuels qu'on fait communiquer. Et pour finir, il y a la transdisciplinarité, où là vraiment, on est dans l'intégration forte entre différentes disciplines pour construire quelque chose
de plus, en fait, qui dépassent les disciplines prises dans leur individualité. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous illustrer ce que j'ai fait en recherche à l'interface entre plusieurs disciplines au travers de 2 travaux, dont le point commun est la thématique, qui est celle des incendies, donc des feux de forêt. Il y aura une première illustration qui est un travail qui s'intéresse au concept de vulnérabilité territoriale face aux feux de forêt et à la manière dont on peut évaluer cette vulnérabilité à l'aide d'un certain nombre d'indicateurs. C'est un travail qui est plutôt transdisciplinaire, qui est basé sur de l'analyse multicritère avec des données mixtes, quantitatives et qualitatives, et de différentes sources de différentes natures, et qui mêle écologie, économie, géographie ou encore modélisation. Et le deuxième travail, donc ce premier travail, il est issu de mes recherches ces dernières années. Le deuxième, il est issu de ma thèse, donc c'était mon dernier chapitre de thèse, qui est un travail plutôt interdisciplinaire, donc avec 2 disciplines en interaction, qui vont être l'économie et les sciences de l'environnement, et notamment l'écologie des feux, où on va faire des couplages de modèles de simulation pour étudier les impacts économiques et environnementaux d'une aggravation du risque d'incendie d'ici à la fin du siècle en France. Donc un petit mot sur les risques et les aléas. Donc ce qu'on appelle un aléa, c'est une source de dommages potentiels avec des effets négatifs potentiels. En forêt, donc on a les incendies, mais on a aussi souvent, on en parle, les tempêtes ou encore les pathogènes. Ce sont les 3 grands aléas auxquels on est confronté en forêt. Et aujourd'hui, on va surtout parler du premier, exclusivement parler du premier, qui est les incendies. Donc les feux ou les incendies, ce sont des événements qui émergent à l'interaction de 3 éléments. D'un côté, les conditions météorologiques, qui sont elles-mêmes en lien avec le climat. La présence et la continuité du combustible qui va brûler, et les humains, parce que, en tout cas en Europe, plus de 90%, il me semble, des feux sont d'origine anthropique, que ce soit accidentelle ou criminelle. Et donc les feux de forêt, ils émergent à la rencontre de ces différents facteurs. Les feux de forêt, pourquoi on s'y intéresse? On s'y intéresse parce qu'ils ont de multiples conséquences en termes environnementaux. Donc on va perdre des... Lorsque la forêt brûle, des habitats pour la biodiversité brûlent, il y a des stocks de carbone qui sont relargués aussi. Les feux vont aussi avoir des impacts sur la santé, des impacts sur la santé humaine, sur la santé des animaux, donc poser des problèmes de santé publique, ou encore avoir des impacts économiques, puisque c'est un capital qui brûle en forêt, c'est un capital qui brûle en agriculture, mais aussi lorsque ce sont les routes, les bâtiments qui sont affectés, ou encore les activités comme le tourisme. Et aujourd'hui, on est dans un contexte, vous le savez, de changement climatique, et pour les feux de forêt, ça se traduit par une aggravation des régimes de feu, donc qui vont être plus grands, plus intenses, plus courants, et une extension de la zone où ont lieu ces feux, donc en France notamment, une progression vers le nord et vers l'ouest. Et donc on a besoin de réaliser des projections à moyen et à long terme, et ça va être l'objet du deuxième travail que je vais présenter. Et un deuxième élément de contexte important, c'est la lutte, la prévention et la lutte contre les incendies, qui, elle, doit se faire aussi nécessairement au niveau local, puisque, on le verra, les incendies dépendent en grande partie de facteurs très locaux, de structuration du paysage ou de présence du combustible. Et donc, il y a une nécessité d'articuler ces mesures de prévention et de lutte à l'échelle locale. Et donc cette question de la vulnérabilité territoriale, ce sera l'objet du premier travail que je vais présenter. Je vais commencer par le premier travail. Donc ça, c'est un travail qui est issu, ça a commencé avec un stage en fait, avec un collègue, donc Jonathan Langlais, que certains ici connaissent, qui était en poste au laboratoire Silva, donc Jonathan qui est géographe. On a pris un stagiaire pour travailler sur cette question de la vulnérabilité, sur le concept de vulnérabilité, voir comment on pourrait le définir et l'évaluer pour la question des feux en forêt. Et donc ce travail est issu de ce stage qui a eu lieu en 2021-2022, qu'on a ensuite repris, amélioré, qui aujourd'hui vient tout juste d'être publié. Donc on est reparti en fait de la manière dont cette question du risque et de la vulnérabilité sont conceptualisées dans la littérature sur les feux de forêt. Et cette littérature, c'est une littérature qui est relativement technique
et relativement forestière aussi, avec une certaine conceptualisation, notamment par ce triangle du risque de feu, où on a 3 sous-concepts qui vont être l'occurrence, donc la probabilité par exemple qu'un feu se produise, et le comportement du feu, donc sa propagation par exemple, qui tous les 2 donnent une résultante qu'on peut appeler en anglais likelihood, le mot en français m'échappe, et les effets du feu qui vont être tout ce qu'il y a en aval, donc les impacts sur les arbres, sur la végétation. Cette définition du risque de feu qu'on retrouve communément dans la littérature sur les incendies, c'est une définition relativement technique qui va se focaliser grandement sur des métriques quantitatives et qui est fortement orientée autour de l'aléa lui-même, de l'aléa donc du feu physique. Et les métriques quantitatives qu'on retrouve vont être l'intensité, qui se rapproche d'une puissance dégagée, ou encore des métriques de probabilité de feu, de surface brûlée. Et les méthodes derrière tout ça, donc les méthodes qui permettent d'évaluer ces risques, sont fortement basées sur l'utilisation de modèles, que ce soit des modèles de simulation ou des modèles statistiques, qui permettent de représenter cette occurrence, cette propagation, ces effets. Nous, en fait, ce qu'on a cherché à faire, c'est d'étendre un petit peu, de décloisonner cette conceptualisation. Parce que lorsqu'on s'intéresse à la littérature sur les sciences du changement global, on a une conceptualisation du risque et de la vulnérabilité qui vont être assez différentes, beaucoup plus englobantes et qui vont donner plus de place à ce on va le voir, à ce qu'on va appeler la capacité adaptative, la résilience, et qui ouvre la voie des considérations d'ordre plutôt socio-économique, à différents types de données, à différents types d'approches qui sont relativement, jusqu'à très récemment, peu présentes dans la littérature très technique sur les feux de forêt. Un autre objectif de notre travail, c'était d'avoir une approche spatialisée, de chercher à évaluer cette vulnérabilité de manière spatialisée, en prenant en compte, donc, comme je le disais, des variables non seulement environnementales, écologiques, mais aussi socio-économiques et démographiques, pour évaluer ce qu'on appelle la résilience ou la capacité adaptative. Étant donné qu'on cherche à décloisonner un petit peu et à adopter une conceptualisation plus large, on utilise une méthode d'analyse multicritère qui va permettre justement de faire la synthèse de ces éléments qui sont de nature différente, et on a voulu une approche participative. Et donc vous allez le voir, on a un va-et-vient avec des experts de terrain qui alimentent les données et qui en retour discutent en fait les résultats et la méthode. Et on travaille sur le sud-est de la France, à la fois pour travailler sur une zone avec un aléa fort, mais aussi sur des zones donc un peu plus au nord, où l'aléa est modéré, mais risque d'augmenter en fait suite au changement climatique. Donc quelques mots sur le cadre conceptuel. Ce qu'on va appeler le risque ici, c'est un potentiel de conséquences négatives sur des éléments qui sont exposés, donc qui vont être les forêts, les populations et les infrastructures. Donc un potentiel de conséquences négatives dans un contexte incertain. Donc vous allez voir, c'est hiérarchique cette décomposition. Dans ce qu'on appelle le risque, on va retrouver deux sous-composantes, deux autres concepts, qui vont être l'aléa. Donc comme je le disais, l'aléa ici, c'est vraiment défini comme l'élément physique, en fait, le phénomène physique de feu, avec son occurrence potentielle, donc sa probabilité d'occurrence, sa propagation, son comportement. Et de l'autre côté, on va retrouver ce dont je parlais depuis tout à l'heure, ce qu'on appelle la vulnérabilité, qui est définie comme une prédisposition par les éléments exposés à être négativement affectés par l'aléa ou incapable de se remettre des conséquences négatives de cet aléa a posteriori. Et donc on a bien un découplage entre l'élément physique, le phénomène physique de feu, et la vulnérabilité des éléments exposés qui sont externes en fait à cet aléa. En théorie, c'est comme ça. En vrai, il y a quelques petits recoupements quand on s'intéresse à la pratique, mais l'idée, c'est vraiment de découpler les deux dans cette conceptualisation de la vulnérabilité et du risque. Et ensuite, on retrouve 3 sous-composantes de la vulnérabilité, qui vont être l'exposition, la sensibilité et la capacité adaptative ou résilience. Et là, le choix qui a été fait, donc d'après des études relativement récentes qui ont reconceptualisé en fait la vulnérabilité pour le cas spécifique des perturbations en forêt, c'est d'avoir un séquençage temporel par rapport à l'aléa. Donc l'exposition, c'est la présence d'un élément avant que l'aléa survienne. La sensibilité, c'est sa prédisposition à être négativement affecté
pendant ou immédiatement après que l'aléa survienne. Et la capacité adaptative ou résilience, c'est la capacité à récupérer après que l'aléa soit survenu sur le moyen ou long terme. Et donc, on a une séparation temporelle entre ces trois sous-concepts. Et la sensibilité et la capacité adaptative dépendent à la fois de facteurs intrinsèques à l'élément exposé. Il y a des arbres, par exemple, qui sont plus ou moins résistants à la chaleur, mais aussi de facteurs extrinsèques. Par exemple, les ressources financières de la commune. Est-ce que la commune va être capable de remettre en état après que l'incendie soit survenu? L'exposition, quant à elle, c'est purement des facteurs intrinsèques. C'est est-ce que l'élément est présent ou pas et en quelle quantité. Donc ça, c'est notre cadre conceptuel dont l'objectif est vraiment à la fois de faire de la place pour ces concepts de sensibilité, de capacité adaptative qui ouvrent la voie à des considérations d'ordre socio-économique ou démographique, et de faire une séparation claire entre l'élément physique, l'aléa, et la vulnérabilité, qui sont deux concepts différents. Ouais, Philippe? Il n'y a pas un côté un petit peu artificiel de considérer que la capacité d'adaptation, c'est uniquement une fois que tu as eu l'occurrence du feu? Alors que tu peux imaginer que vous appelleriez pas de l'adaptation le fait de changer ses modes de gestion pour réduire l'exposition, par exemple? Alors, c'est sûr que en fait, cette séparation séquentielle dans le temps, elle est assez pratique. On va le voir quand on s'intéresse à trouver des indicateurs parce que ça nous évite de nous demander où est-ce qu'il est, en fait, puisqu'on a cette séparation temporelle. Mais oui, il y a pas mal de recoupements, en fait, de choses qui s'overlappent entre différentes Mmh. cases. Et par exemple, on le verra tout à l'heure dans les indicateurs de capacité adaptative, il y a des indicateurs sur le niveau de revenu des communes, de revenus fiscaux pour justement réparer après. En fait, c'est des choses qui peuvent être utilisées en préventif aussi pour, justement, quand on sait qu'on est exposé, qu'il y a un aléa qui va probablement survenir, anticiper. Mmh. Donc oui, il y a forcément des En fait, dans toute une littérature qui pose au risque plutôt en économie du développement, l'adaptation, elle recouvre à la fois ce qui est souvent appelé risk management. Donc, en gros, c'est tout ce mmh, que tu peux mettre plutôt sur du long terme, plutôt en anticipation des risques pour réduire justement ton exposition. Et puis à côté, ce mmh, qu'on appelle du risk coping, qui est l'adaptation une fois mmh, que le risque est survenu, en fait. Donc, ouais, c'est les deux, enfin, les deux sont pas incompatibles, mais c'est pas exactement les mêmes terminologies mmh. qui sont Ben, utilisées. c'est pas l'adaptation, c'est la capacité d'adaptation. C'est un peu différent. Là, c'est vraiment une question de résilience, c'est de recouvrement après, en fait, de retour à la normale. Et du coup, merci Philippe, hein, pour la question et les remarques. On s'intéresse donc ce qu'on vient de voir là, ces différents, concepts, on s'y intéresse pour 3 éléments exposés, donc qui vont être les populations. Et donc là, on se focalise sur les populations de résidents, ce qui pose certains soucis parce que c'est une région aussi où il y a beaucoup de tourisme. Les infrastructures, et là, on se focalise sur les bâtiments, commerciaux, industriels et résidentiels. Et les écosystèmes, et donc là, on s'intéresse aux forêts et aussi, aux zones, de transition, on va dire, donc les prairies notamment. Et l'idée, c'était encore une fois, la littérature technique sur les feux de forêt se focalise beaucoup sur les écosystèmes et parfois un petit peu, sur les infrastructures à l'interface avec la forêt, relativement moins au reste. Et donc l'idée, encore une fois, c'était de décloisonner, en fait, et d'ouvrir plus largement au territoire dans son ensemble. Pour ce qui est des méthodes, on utilise, une méthode d'analyse multicritère qui s'appelle, Analytical Hierarchy Process, qui est une méthode qui, permet, de contribuer à la prise de décision collective de manière participative, et qui est basée en fait sur, des comparaisons binaires d'indicateurs. Donc on a une décomposition hiérarchique d'un problème, c'est celle que je vous ai montrée, et on va, pour chacun des items, développer plusieurs indicateurs et grâce à des comparaisons binaires qu'on va faire à des experts entre ces différents indicateurs, on dérive des poids que l'on va pouvoir attribuer aux différents indicateurs pour ensuite les synthétiser en faisant une moyenne pondérée, en fait, grâce à ces poids qui sont issus du dire d'experts. Concrètement, comment ça se passe? On a un certain nombre d'experts, un certain nombre d'indicateurs, et on leur demande euh, de prendre tous les indicateurs deux à deux et de les comparer en leur demandant quelle est l'importance relative du premier facteur par rapport au deuxième facteur. Et on fait ça pour tous nos facteurs, tous nos indicateurs, et donc on a une jolie matrice triangulaire de comparaison de tous nos indicateurs les uns par rapport aux autres. Et via un calcul, donc le 1 au 9, en fait, ça c'est issu de il y a des éléments verbaux derrière, il y a des phrases qui traduisent le niveau d'importance, qui sont issus de la méthode telle qu'elle est publiée originellement. Et ensuite, il y a un calcul dont je vous passe les détails,
qui permet de dériver des poids pour différents indicateurs, la somme faisant 1. Et ensuite, grâce à ça, on est capable d'agréger nos indicateurs pour avoir une note pour l'élément qui est au-dessus dans la hiérarchie. Donc voilà, on agrège les jugements individuels des experts et on calcule un score de cohérence en sachant que si on fait tendre le nombre d'experts interrogés vers l'infini, on tend vers une cohérence parfaite des avis. Et donc, pour finir l'explication de la méthode, quand on allie en fait notre cadre conceptuel et le cadre méthodologique, ça ressemble à ça. Donc on retrouve nos 3 éléments, exposition, sensibilité, capacité adaptative et l'aléa qui est un peu à l'extérieur. On va les multiplier et en fait, à chaque fois, on a identifié des facteurs et des indicateurs qui contribuent, par exemple ici, à la sensibilité. L'idée, c'est que ce qu'on appelle un facteur, c'est le facteur, il est de l'ordre du raisonnement. L'indicateur, c'est une variable qui vient illustrer ce facteur. Donc, par exemple, une forêt, en facteur, on va avoir l'accessibilité des services de pompiers. L'indicateur, ça pourrait être la distance à la station la plus proche, mais ça pourrait être aussi le temps de parcours à la station la plus proche. Donc, pour un facteur, on peut imaginer plusieurs indicateurs. L'indicateur, c'est la traduction quantitative en fait du facteur qui lui est de l'ordre de l'argument de l'idée. Ce qu'on a fait, c'est que les facteurs, on les a identifiés à partir de la littérature spécialisée. Les indicateurs à partir d'un ensemble de données que je vais décrire après, principalement des données IGN ou INSEE. L'agrégation se fait par la modalité que je vous ai indiquée juste avant, donc nos fameux scores calculés à partir du dire d'expert. Et l'aléa, lui, on l'estime à partir d'un modèle de feu développé par des collègues à Avignon, dont je parlerai dans le deuxième travail que je vais expliquer tout à l'heure. On en parlera un petit peu plus de ce modèle-là, qui nous permet de faire des simulations de feu, en fait, pour avoir en gros l'espérance de l'activité des feux sur la zone. Et donc tout ça, on le fait sur SIG après. Donc on calcule nos indicateurs sur une grille avec des carrés de 1 km. J'aurais une question. Ouais, vas-y. Ouais, excuse-moi, j'ai une question. Le panel d'experts que vous avez regroupé, c'est à peu près combien de personnes? Là, je vais y venir après. On a essayé d'attraper une grosse quarantaine d'experts, on a une grosse vingtaine de réponses. Donc c'est pas un panel qui se veut statistiquement représentatif. Parce que je me posais la question, il y a une matrice triangulaire que tu disais où tu avais les scores 2 à 2. J'imagine qu'il y a aussi une matrice du coup d'incertitude là-dessus. Est-ce que vous avez regardé ces choses-là ou pas du tout dans la méthode? Ça, non, on n'a pas été dessus. Là, vraiment, une des portées du travail, c'était, on en parlera justement après, mais c'était un petit peu de faire aussi communiquer les gens, qui sont des gens qui communiquent pas forcément entre eux. Donc vraiment, nous, notre intérêt, il était autant dans la démarche participative que dans la méthode et le résultat en lui-même. Mais en effet, on peut imaginer en fait sur des projets beaucoup plus ambitieux d'avoir une certaine représentativité des panels d'experts. On pourrait imaginer aussi des comparaisons interrégions ou des comparaisons entre différents types d'experts en fait. Mais là, on n'avait pas un panel suffisamment important pour le faire. C'est un projet de relativement petite envergure en fait sur un an. Ça, ce serait faisable sur un gros projet en fait. Merci. Et ouais. Ce que tu veux dire par là quand tu dis que tu les fais discuter, c'est qu'ils discutent avant de donner leur score? Non, a posteriori. Ah, okay. Je vais y venir après, mais on a organisé un atelier en fait de discussion avec les experts. D'accord. J'imagine que vous l'avez pas fait, mais ça aurait été marrant d'avoir 20 non-experts dans le truc pour voir si est-ce que les experts racontent vraiment des trucs. On pourrait on pourrait le faire et comparer d'ailleurs les deux. Sur les données, donc on a différents types de données. Donc on va utiliser des données, on va dire géographiques, donc des données de land use, toutes les données, les bases de données IGN sur la présence du bâti, etc., etc. Donc ça c'est un premier type de données. Donc là par exemple l'illustration, c'est pour le facteur accès des pompiers avec des distances aux casernes les plus proches qu'on a rasterisées sur nos pixels. On va avoir un tas de données socio-économiques et démographiques, principalement issues des bases de données de recensement de l'INSEE. Et donc là, c'est le niveau d'éducation, cette illustration, donc par commune. Et on va avoir tout un tas d'autres données aussi, issues soit de la littérature, donc de rapports qui ont estimé par exemple la présence de combustible sur l'Europe, ou encore des données fournies par l'ONF. Et toutes ces données sont retraitées sur SIG et recalculées à l'échelle de pixels de 1 km, sachant que donc, notre région d'étude, c'est le quart sud-est de la France.
Les groupes d'experts, il y en avait 3, 3 types d'experts: des chercheurs, des personnes qui travaillent en service de l'État et des personnes qui travaillent dans la prévention et dans la lutte contre les incendies. On en a sollicité une petite cinquantaine, on a eu une grosse vingtaine de réponses, sachant qu'on a dû conduire les entretiens en distanciel parce qu'on était en période, de Covid. Et donc la zone d'étude, encore une fois, c'est le quart sud-est de la France, avec ici le land use que vous voyez, donc en rouge, c'est les villes, en gris, les plans d'eau principalement, en vert, les forêts et les espaces naturels, et en jaune, l'agriculture. Et donc c'est une région qui est caractérisée par la forte présence de bâtis et de gens sur la côte et le long de la vallée du Rhône, et un petit peu par ici aussi à gauche, et des zones beaucoup plus retirées, beaucoup plus forestières en montagne, notamment dans les Alpes, les Cévennes, et les Pyrénées, et n'oublions pas la Corse. Alors, je vais vous montrer, pour les populations, le type de résultat auquel on arrive, étape par étape, et ensuite j'irai plus vite pour le reste. L'idée, c'est de vous montrer vraiment la démarche parce que, à mon sens, les résultats sont enfin, la démarche est au moins aussi importante que les résultats dans ce travail. Donc, pour l'exposition, c'est simple, il n'y a qu'un seul indicateur, c'est la densité de population, qui est représentée sur cette carte. Donc à chaque fois sur les cartes, on a fait, du clustering, en fait, pour séparer, nos pixels en 5 catégories. Donc vous retrouverez les mêmes couleurs, en fait, sur toutes les cartes, sachant que derrière, on normalise, en fait, toutes les variables, entre 0 et 1 pour les mettre à l'échelle, puisque forcément après, puisqu'on fait une somme pondérée, il faut qu'on ait la même échelle, en fait, sans unité pour toutes nos variables. Mais graphiquement, ça ressemblera toujours à des cartes comme ça avec différentes catégories. Plus ce sera rouge, plus il y a une forte contribution à la vulnérabilité, plus c'est vert ou bleu, plus la contribution est faible. Donc pour l'exposition des populations, c'est facile, on retrouve bien que les gens sont principalement localisés, sur la côte et dans la vallée. Pour la sensibilité, on avait, 6 facteurs, donc je peux les parcourir rapidement, mais on avait donc, l'isolement géographique, en se disant que les personnes sont plus sensibles lorsqu'elles sont isolées géographiquement parce qu'elles peuvent moins facilement recourir à de l'aide. Les services aussi d'urgence vont être plus loin. L'âge, lorsqu'on a des enfants très jeunes ou des personnes âgées, c'est difficile de les faire évacuer et donc le potentiel de dommages sur les personnes est plus élevé. Les types d'habitat. Un habitat collectif, il est beaucoup plus difficile à faire évacuer, pendant un aléa, pendant un incendie. À la composition du foyer, quand vous avez un foyer, nombreux ou encore un foyer monoparental, c'est beaucoup plus difficile encore une fois d'évacuer, de s'occuper des personnes pendant l'incendie. Le niveau, le taux de chômage, qui est un des facteurs que l'on retrouve le plus souvent dans la littérature sur ce type d'aléa, ou encore, la richesse des ménages avec, une hypothèse donc que, un ménage aisé est moins sensible en fait parce qu'il va avoir plus de ressources matérielles pour se protéger, protéger sa maison, protéger ses habitants. Pardon, je me suis embrouillé, voilà. Et donc à droite, on retrouve les scores. Donc ça, c'est les scores qui sont issus des entretiens avec tous nos experts. Et le score de consistency ratio qu'on calcule, qui est en dessous de 5%, qui est le seuil couramment utilisé dans la littérature. Donc ça veut dire que c'est plutôt consistant. Les experts sont d'accord avec eux-mêmes et sont d'accord entre eux. Et donc on voit que la variable qui ressort le plus, c'est la première, donc l'isolation géographique, qui va avoir un poids beaucoup plus important sur nos cartes, avec une importance relativement faible du taux de chômage et du revenu des habitants. Et donc là, je vous montre ici, c'est la carte résultante. Donc ici, on voit certaines zones qui ressortent fortement, mais je vais faire un petit zoom dessus pour que vous voyez bien. Donc ici, on a toujours notre tableau, et en bas, ce sont les 6 cartes des 6 indicateurs pris séparément. Bon, je vais me reculer un petit peu parce que je ne vois pas. Donc la première carte, ça va être l'isolement géographique. Donc là, on utilise une métrique qui est fournie par l'INSEE de temps d'accès moyen aux services de proximité et aux services intermédiaires. Il y a plusieurs catégories de services. Et donc, il y a certains territoires, donc en rouge et en orange, qui sont les plus isolés. On va avoir l'âge ici, donc plus c'est rouge, plus vous avez de ménages avec une proportion forte de personnes âgées ou d'enfants en bas âge, qui sont les personnes qu'on estime être les plus vulnérables. Ici, vous avez la carte des types de logements. Plus c'est rouge, plus vous avez le logement collectif, donc principalement dans les villes et dans les Alpes.
Ici, c'est la carte de la composition des ménages. Donc plus c'est rouge, plus vous avez de ménages nombreux, avec beaucoup de personnes à faire évacuer en cas d'incendie. Ici, vous avez la carte du chômage, donc qui est principalement élevé dans les territoires un peu reculés, donc en marge de la vallée de la côte et dans l'ouest de la région. Donc ici, le Languedoc est une région globalement moins aisée que la Provence et la Côte d'Azur. Et pour finir, vous avez la richesse des ménages, avec encore une fois des ménages plutôt riches dans les villes, donc le long de la vallée sur la côte et notamment dans l'est, vers Nice, la Côte d'Azur, et le reste de la région et notamment le sud-ouest qui sont des endroits un peu plus pauvres, avec un niveau de revenu plus faible en moyenne. Et ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a, donc pour chaque pixel, on a une valeur entre 0 et 1, on a nos poids, ben en fait, on fait une somme pondérée qui va nous donner notre valeur de sensibilité pour les populations et on refait du clustering pour afficher nos différentes couleurs sur la carte pour que ce soit visuel. Et bah, forcément, vu qu'on a un poids très très fort sur l'isolement géographique, on voit que nos régions fortement isolées géographiquement ressortent plus que d'autres. Mais on observe aussi qu'on a je vais vous passer tous les détails, mais quand on regarde vraiment précisément la carte, on va mettre en évidence des clusters un peu secondaires en fait, où on va trouver des valeurs intermédiaires de vulnérabilité. On va pouvoir essayer de les corréler en fait aux facteurs sous-jacents pour comprendre un peu ce qui se passe. Ça, c'est un exemple pour que vous compreniez comment on a procédé. Et ensuite, on a la même chose pour la capacité adaptative, avec des facteurs qui sont en partie les mêmes, mais pas tous. Et donc, on obtient une carte de capacité adaptative. Pour la capacité adaptative, le facteur qui ressort le plus d'après les experts, les autres ayant des poids similaires, celui qui ressort le plus, c'est ce qu'on appelle l'expérience du risque, que nous, on a évalué en regardant les surfaces brûlées sur la commune depuis 10 ans, avec une expérience du risque qui augmente lorsque les habitants ont vu passer un grand nombre de feux ou des grandes surfaces brûlées récemment. Et ça, dans la littérature, l'expérience du risque, c'est un facteur qui revient très très souvent. Et donc, d'après nos experts, en effet, on retrouve que pour les experts, c'est aussi un facteur qui est relativement important. Et en termes de capacité adaptative, ce qu'on retrouve, c'est que la capacité adaptative va être beaucoup plus forte sur les territoires relativement aisés et peuplés, donc le long de la vallée du Rhône et sur la côte, mais un petit peu moins dans l'ouest tout de même, et relativement plus faible lorsqu'on s'éloigne des zones fortement peuplées. Et ce qu'on fait ensuite, c'est que on en déduit une carte de vulnérabilité. Donc dans notre cadre conceptuel, on a une multiplication en fait entre l'exposition, la sensibilité et la capacité adaptative, qui nous donne la vulnérabilité. Je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, mais ensuite, quand on étudie les cartes une par une, là c'est pour les populations, on a le même travail pour les écosystèmes et pour les infrastructures, avec des patterns en partie communs et en partie différents. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est bien sûr identifier les zones les plus vulnérables ou les moins vulnérables. On va pouvoir, plus intéressant, identifier des sortes de points chauds secondaires de vulnérabilité ou de non-vulnérabilité, qui parfois sont surprenants, auxquels on n'aurait pas pensé, qu'on essaye de comprendre. Et surtout, et c'est ça qui est le plus intéressant, c'est de comprendre quels sont les facteurs qui sont plus ou moins responsables parmi notre batterie d'indicateurs. Puisqu'on connaît les poids et qu'on a les cartes de tous les indicateurs, essayer de comprendre pourquoi chacun de ces points chauds, en fait, de vulnérabilité ou de non-vulnérabilité, apparaît tel qu'il apparaît, et regarder si le point de vulnérabilité A dépend de la variable 1, alors que le point de vulnérabilité B dépend de la variable 2, en fait. Et donc, on peut décortiquer un petit peu la vulnérabilité par rapport à notre arborescence d'indicateurs et de facteurs. Et c'est ça qui est surtout intéressant à mettre en discussion avec les experts après. Donc je vois que je prends plus de temps que ce que j'avais prévu, donc je vais passer assez rapidement, mais pour vous illustrer, pour les écosystèmes, on fait la même chose en fait. On a une exposition qui est quantifiée tout simplement par le land use, la présence de forêt. Une sensibilité qui va être quantifiée avec un critère de sensibilité intrinsèque qui est basé sur une notation de la part de l'ONF des essences majoritaires et la base de données BD Forêt. La quantité de combustible, la présence de zones de surveillance surveillées par la DFCI ou par les services de surveillance des pompiers, la défendabilité, donc je ne rentrerai pas dans les détails, mais on a
développer un indicateur de défendabilité à partir de la présence d'accès par la route et de présence de points d'eau pour lutter contre les incendies. Ou encore l'accès pour les pompiers basé sur une métrique de distance à la station la plus proche. Ce qui ressort le plus, ça va être les 3 premiers. En fait, on a surtout un facteur qui est relativement peu important, qui est l'accès des pompiers. D'après nos experts, c'est le facteur le moins important. Et la sensibilité intrinsèque en fait des essences d'arbres semble être, d'après nos experts, le plus important. Pour la capacité adaptative, on va retrouver encore une fois une note attribuée aux espèces de capacité adaptative intrinsèque, qui est basée sur les traits des espèces, en fait, comment elles se comportent après un feu. L'intervalle de retour de feu, l'expérience du risque, les ressources financières, mais à l'échelle de la commune, ou encore le régime de propriété publique ou privée, avec l'hypothèse sous-jacente qui est que les propriétaires privés sont moins souvent en tout cas plus couramment dans une gestion absentéiste de leur forêt, ce qui peut avoir des conséquences pour la capacité adaptative. D'après nos experts, ce sont les 2 premiers facteurs qui ressortent le plus. La capacité adaptative intrinsèque, donc les comportements en fait des espèces, et l'intervalle de retour de feu, donc à savoir est-ce qu'on a un feu qui revient très très souvent ou un temps plus long qui s'écoule entre 2 feux en moyenne. Et pour les infrastructures, on a fait la même chose. Donc là, on va retrouver un certain nombre de variables qui sont communes avec ce qu'on a fait pour les populations, parce qu'en grande partie, on a considéré que la vulnérabilité des bâtiments dépendait des personnes qui les occupent, mais on retrouve d'autres choses, donc notamment ce qu'on appelle l'interface forêt-urbain, qui est calculée à partir du land use, des données de land use et des surfaces de contact entre les classes forêt et les classes construction. Ça, c'est un facteur qui est vraiment important dans la littérature, on en parle vraiment beaucoup, et en effet, on retrouve que d'après les scores qui sont issus des entretiens avec les experts, en effet, c'est celui qui ressort le plus, qui ressort avec un poids de 0,5. Donc la moitié de la sensibilité, d'après nos experts, est due à la présence de cette interface urbain-forêt. Et pour la capacité adaptative, le facteur qui ressort le plus, ça va être les ressources financières, donc la capacité pour la collectivité en fait, à reconstruire les bâtiments après qu'ils aient été endommagés. Et à chaque fois, on retrouve un ratio le consistency ratio qui est relativement faible, ce qui indique qu'on peut avoir tout de même une certaine confiance dans ce que disent nos experts. Ils sont d'accord entre eux et ils sont d'accord avec eux-mêmes. Je dis ça parce qu'en fait, comme les experts font des comparaisons binaires de tous les facteurs de Z2, parfois il arrive qu'un expert dise que A est plus important que B est plus important que C, mais que C est plus important que A, ce qui n'est pas possible de manière logique. Et donc ce ratio permet aussi d'éviter ce genre de cas, en tout cas de les repérer lorsqu'ils sont présents. Et comme je le disais, pour l'aléa, donc qui est notre 4e break, on utilise un modèle qui s'appelle Firelihood, qui est développé par des écologues du feu à Avignon, qui nous permet de simuler une grande quantité de feux, en fait, de manière stochastique sur un territoire. Donc là, ils ont fait 1000 simulations sur nos pixels, et on a pris en fait la moyenne annuelle de surface brûlée en hectares sur chacun des pixels, sur 1000 simulations sur une année en climat actuel. Et donc c'est grâce à ça qu'on a estimé notre aléa. Grâce à ce modèle probabiliste, oui. C'est en effet par rapport à Léa. Du coup, je pense que tu es au courant, Météo France, maintenant, La météo des feux. ils ont une vigilance incendie en forêt. Et puis, il y a aussi la vigilance qui est sur le niveau européen, qui est basée sur un modèle canadien qui, pour le coup, là, tu as une base de données qui couvre plusieurs décennies, parce que c'est pas du tout nouveau comme paramètre. Du coup, vous avez considéré de se baser sur les vraies données. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'était validé, c'est un peu ce qu'on appelle dans la modélisation, mais c'était un peu comme la réanalyse, en quelque sorte, c'est pas des simulations. En fait, je vais venir dans le 2e papier parce qu'on utilise le même modèle, mais j'en parlerai un peu plus. Mais oui, c'est un modèle qui utilise des données d'observation des feux sur les 30 dernières années dans le sud-est de la France, et qui utilise les données météo, donc vitesse du vent, qui utilise le Fire Weather Index aussi et les données de land use pour évaluer, pour simuler l'activité des feux. Le modèle est validé, publié. C'est assez similaire en fait à ce qui se fait ailleurs. Mais je viendrai en détail après tout à l'heure dessus. Parfait, merci. Et donc on produit des cartes
Donc on a nos calculs, mais on représente sous forme de cartes, parce qu'après on va les mettre en discussion avec les acteurs, et les cartes, c'est un outil visuel qui est relativement puissant. Et donc, on a toute une batterie de cartes pour l'exposition, la sensibilité, la capacité adaptative et la vulnérabilité pour les écosystèmes, les populations et les infrastructures. Donc, vu l'heure, je ne vais pas passer trop de temps dessus, mais ce que je vais expliquer plutôt que les cartes en elles-mêmes, c'est le type d'analyse qu'on peut en faire. Oui ? Il y a une chose que je ne cerne pas bien, c'est où là-dedans se situent les enjeux. Parce que bon, la décomposition, le cadre classique, c'est enjeu multiplié par sensibilité, multiplié par aléa. Donc là, dans ton cadre, je comprenais que l'aléa, il était dans la sensibilité. Mais là, par exemple, pour les infrastructures, est-ce que la quantité d'infrastructures, donc qui correspond à une exposition, est-ce que c'est pris en compte et à quel niveau? Oui, alors, juste pour revenir du coup rapidement sur le cadre conceptuel, c'était plus parlant sur l'autre figure, je pense. Voilà. Vraiment, l'aléa, il faut le voir à part. L'aléa, il est complètement séparé de la sensibilité dans notre cadre conceptuel. La sensibilité, enfin ces trois-là, en fait, ils sont vraiment centrés sur l'élément exposé. Donc, quand on parle de sensibilité, on ne parle pas d'aléa. La sensibilité, elle s'envisage de manière complètement séparée au fait qu'il y a un aléa ou pas. Ça, j'ai compris. Mais l'exposition, enfin les enjeux exposés, la quantité d'enjeux exposés, c'est dans exposition? Oui, c'est ça. Donc, l'exposition, après, voilà. On a un indicateur d'exposition par élément exposé, la densité de population pour les populations, la densité d'infrastructures pour les infrastructures, et la proportion de land use dans notre pixel qui est recouvert de forêt pour la forêt. Oui, merci, j'avais loupé cette info. Non, mais c'est vrai que je suis passé un peu vite et il y a beaucoup d'indicateurs, donc c'est normal. Et donc, je disais que j'allais pas forcément... Ouais. Come tu prendi in compte le fait que pour les feux, spécifiquement pour les feux, l'aléa, parce que tu mets l'aléa, c'est aussi la propagation, il dépend aussi de la sensibilité, du fait qu'il y a une ressource à côté qu'il peut brûler. C'est pas comme une tempête. Oui, en fait, c'est là où je dis que notre cadre conceptuel sur le papier, il est très joli, parce qu'il permet assez facilement d'envisager les choses. Dans les faits, c'est vrai que parfois, il y a certaines choses qui se recoupent. Il y a des facteurs qui apparaissent à plusieurs endroits. Et en effet, après, c'est vrai que quand on avait nos discussions avec les experts ou avec les écologues du feu, il y a certains recoupements, en fait, notamment entre l'aléa et la sensibilité. C'est ce qui a été soulevé plusieurs fois. Où, bah oui, en effet, vu que l'aléa, nous, on va l'évaluer par une surface brûlée, la surface brûlée, elle dépend de comment le feu s'est propagé, ce qui dépend en soi de la structure du paysage et de la présence de combustible. Donc oui, il y a des recoupements. Ensuite, en fait, il est nécessaire de disposer d'un cadre conceptuel relativement clair pour pouvoir faire l'analyse. Mais après, oui, en effet, il y a des différences entre aléa induit, aléa subi, et des recoupements entre les différents concepts qui font que quand on regarde concrètement dans les faits, il y a des recoupements. Et donc sur les résultats, plutôt que de décrire toutes les cartes, ce que je vais faire, c'est plutôt décrire le type d'analyse qu'on peut faire sur ces cartes, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. C'est plutôt pour vous donner une sorte de feeling, en fait, des discussions qu'on a pu avoir, notamment avec les experts, dont je vous parlerai après. Donc, une première chose dont je parlais un petit peu déjà tout à l'heure, c'est qu'on peut voir, donc là ici, l'exemple, c'est la carte de la vulnérabilité des écosystèmes. On peut essayer de comprendre, comme je le disais tout à l'heure, pourquoi une zone va être vulnérable ou pas. Donc là, de manière assez logique, on a des zones où il y a peu de forêts, peu d'espace naturel, l'exposition est faible, et c'est pour ça que ces zones apparaissent comme peu vulnérables, parce qu'elles sont tout simplement pas exposées en fait. Il y a très peu de végétation, elle est peut-être très très sensible, il y a probablement un aléa assez fort parce qu'on est dans des zones très au sud où ça brûle beaucoup, mais comme on n'a pas de forêt, ben on n'est pas vulnérable. Et ensuite, on va avoir différents niveaux de vulnérabilité. Par exemple, le sud-est ici. La Côte d'Azur, c'est une zone qui est tout de même très exposée. Il y a pas mal de forêts. Il y a aussi une sensibilité relativement forte parce qu'on a beaucoup d'interfaces urbain-forêt avec un mitage des zones intermédiaires ou des zones de forêt par des maisons. Mais par contre, c'est des zones qui vont être très résilientes. C'est des zones relativement riches, avec un bon accès aux services, et donc c'est des endroits qui vont être très résilients, et hormis quelques hotspots qu'on voit apparaître en rouge orangé,
c'est une région, la côte ici, qui va être relativement peu vulnérable. Ensuite, on va avoir des zones qui sont exposées, donc notamment toutes les zones de moyenne montagne au-dessus de Montpellier, où on retrouve des zones naturelles. Il y a un enjeu, il y a des zones exposées, mais elles vont être relativement peu sensibles quand on regarde les indicateurs les uns après les autres, notamment en raison de la sensibilité intrinsèque des espèces qui y sont présentes, qui vont pas forcément être les espèces les plus sensibles. Et ensuite, on a des zones un peu plus au nord, qui vont être un peu moins exposées, la présence de forêts ou de combustibles va être moins forte, mais on va se situer dans des endroits beaucoup plus retirés, avec moins de moyens, des ressources financières plus faibles, des niveaux d'éducation plus faibles, des niveaux de chômage plus élevés, donc qui sont parmi nos indicateurs, un accès aux services de soins ou encore une distance plus grande aux casernes de pompiers, qui font que pour un niveau, on va dire, d'exposition relativement similaire à ce qu'on a par ici, on va avoir moins de résilience et parfois aussi plus de sensibilité, ce qui explique que ça ressorte un petit peu plus en rouge-orangé que dans d'autres zones. Donc voilà le type d'analyse qu'on va pouvoir faire sur ces cartes, mais ensuite c'est vraiment le rabbit hole, en fait, on commence à creuser et on ne sait pas quand est-ce qu'on s'arrête. Autre chose, un peu dans le même ordre d'idée, mais sur les infrastructures, je vous parlais tout à l'heure des hotspots un peu secondaires de vulnérabilité qui parfois sont relativement surprenants. Ce qu'on observe ici en comparant la vallée, donc là on est sur les infrastructures, elles sont principalement localisées dans la vallée et le long de la côte. Quand on regarde un peu le résultat de notre vulnérabilité, on voit qu'on a ici, le long de la vallée du Rhône, c'est là que l'exposition est la plus forte. C'est là où il y a le plus de bâtiments, c'est là où il y a le plus de population, mais au final, en raison de la résilience qui est plus forte, sur la carte de vulnérabilité, ça ressort dans des catégories plutôt intermédiaires, alors que tout ce qu'on a à l'ouest ici, en zone pied de moyenne montagne, un petit peu plus retiré, mais on a quand même des villes, ça ressort comme étant plus vulnérable, malgré une exposition, elle n'est pas nulle, mais l'exposition des infrastructures est plus faible qu'en cœur de vallée. Et donc c'est le genre d'analyse qu'on est capable de faire, et là on peut mettre ça en lien avec la sensibilité, la résilience, le différentiel entre ces deux régions, alors que si on s'intéresse uniquement à l'enjeu, uniquement à l'exposition, on pourrait tenter de penser l'inverse. Donc voilà le type d'éléments de discussion qu'on est capable d'apporter. Bien sûr, ça reste contingent au choix des indicateurs et des facteurs. Un autre résultat qui est intéressant, c'est qu'on regarde l'aléa. Donc ça, c'est notre carte d'aléa. Donc principalement, l'aléa est fort dans le sud de la région et en Corse, beaucoup plus faible, notamment en montagne, voire nul à certains endroits, donc dans le cœur des villes, notamment. Lorsqu'on rajoute l'aléa à notre vulnérabilité, on obtient ce qu'on appelait le risque au début. C'est la dernière brique. Le risque, c'est l'aléa et la vulnérabilité ensemble. Ce qu'on observe, c'est qu'en fait, on a ces zones en vert qui vont agir comme un filtre sur notre carte de vulnérabilité. Et le rouge va agir comme un filtre inverse. Et donc, quand on prend la carte de vulnérabilité, qu'on y rajoute l'aléa, ce que ça va faire, c'est que ça va majorer en fait les valeurs dans la moitié sud et plutôt les minorer dans la moitié nord de notre région. Parce que l'aléa y est plus faible, mais ça ne veut pas dire que ça sera toujours le cas. Donc aujourd'hui, on sait qu'on va avoir... En fait, là, on a en quelque sorte une pondération de la vulnérabilité par l'aléa. Ça devrait être écrit aléa par risque pour obtenir le risque. Et en fait, ça, c'est une discussion qui est assez intéressante qu'on a eue avec les experts après, c'est de dire, le fait de séparer l'aléa de la vulnérabilité, ça fait qu'on peut traiter séparément les facteurs sous-jacents, indépendamment de l'aléa et de ses déterminants climatiques. Et donc là, on est capable de dire, en prenant la carte qu'on avait juste avant, de dire, regardez, la vulnérabilité dans cette zone qui est moins soumise à l'aléa aujourd'hui, elle est aussi forte que dans telle zone qui est déjà affectée par l'aléa aujourd'hui. La vulnérabilité reste la même, sauf que aujourd'hui, le risque est plus faible ici parce que l'aléa n'est pas encore autant présent qu'un petit peu plus au sud. Et notre décomposition nous permet d'anticiper un petit peu en fait la propagation ou l'intensification des régimes d'aléa dans d'autres régions un petit peu plus au nord d'ici quelques années, grâce à l'étude des facteurs sous-jacents. Après, comme je disais, c'est le genre d'élément qu'on a amené à nos experts. Donc on a fait un atelier participatif, malheureusement toujours en ligne. On a utilisé un outil collaboratif où on a représenté un petit peu l'ensemble de l'étude et les participants pouvaient déposer des petits post-it de différentes couleurs un peu partout pour discuter et on échangeait avec eux oralement pendant cet atelier.
On a échangé autant sur les résultats que sur les méthodes, parce que la démarche les intéressait aussi, ça leur a permis à eux d'échanger entre eux, alors que c'était des personnes qui ont tout intérêt à communiquer et à collaborer, mais qui se connaissaient pas forcément. Et aussi de prendre du recul sur l'intérêt des travaux et l'intérêt, au-delà de l'intérêt scientifique, l'intérêt que eux, sur le terrain, ils peuvent y trouver. Donc, ce qui est ressorti de cet atelier avec les experts, c'est que eux, ça leur permet d'agréger les connaissances et surtout d'apprendre à réfléchir autrement. Et ils étaient très intéressés par la notion de résilience ou de capacité adaptative, qui était relativement peu présente sur leur radar, notamment parce qu'ils travaillent sur des approches relativement classiques, que j'appelais des approches techniques, physiques, au départ. Ils ont beaucoup apprécié l'utilité des cartes, qui leur permettent à eux, de manière assez rapide, d'avoir une vision globale des résultats et des enjeux, et notamment, comme je le disais, d'identifier des zones vulnérables qui sont relativement peu soumises à l'aléa pour travailler dessus dès à présent et anticiper l'aléa potentiel dans le futur. On a discuté aussi de potentielles pistes pour un projet approfondi, comme on disait tout à l'heure, c'était Philippe qui posait la question, ou Julien, je sais plus, où on pourrait mobiliser beaucoup plus d'experts, beaucoup plus en amont pour le choix de plus d'indicateurs, ou en tout cas plus en amont, et ensuite faire de multiples allers-retours et pas un seul, entre les experts et l'équipe du projet, pour ensuite affiner les jugements, comparer différentes régions, comparer comment le risque est perçu, comment la vulnérabilité est perçue dans différentes régions par différents types d'acteurs, et faire des comparaisons un petit peu plus, on va dire, représentatives. Et comme on le disait tout à l'heure, il y a des limites méthodologiques à ce qu'on a fait, notamment sur les chevauchements entre différents concepts et sous-concepts, qui, bah oui, ça paraît très clair conceptuellement, mais quand on s'intéresse à un indicateur en particulier, on se demande où il va, ben on se rend compte qu'il rentre un petit peu dans plusieurs cases, et en effet, tout n'est pas orthogonal, comme on pourrait le laisser imaginer en présentant le cadre conceptuel au départ. Et ouais, vas-y. Petite question un peu méchante, mais très à la mode. Est-ce que tu pourrais remplacer les experts par un type d'apprentissage, apprentissage rétroactif? Est-ce qu'en gros, si tu arrives à séparer par une base de données aléa de ton modèle qui est le produit de 3 facteurs avec une base de données, je sais pas, issue d'une assurance? Alors ma réponse, elle est très claire et très simple, c'est non. Parce que au moins la moitié, pour moi, de l'intérêt de ce travail, et je pense que c'est même la grosse moitié, c'était de mettre en contact des gens, de les faire discuter et d'avoir une approche participative. Il y a le côté multicritère, et ça, en effet, si c'était juste ça qu'on voulait regarder, on pourrait, mais il y a le côté participatif. Et nous, ça nous tenait vraiment à cœur d'avoir cette approche basée sur le dire d'experts. Les données, c'est très bien, il y a une mine de données incroyable à l'IGN, à l'INSEE ou ailleurs, c'est super, on peut faire plein de choses, mais il y a la connaissance fine des acteurs de terrain, ils connaissent leur territoire, et c'est une mine d'or en fait aussi, c'est un autre type de données, il faut apprendre à s'en servir, et un de nos objectifs, c'était d'agréger les deux. Et ça, c'est plus compliqué quand même, je pense. Du coup, si je te pose la question, toi, t'es IPF, ton but c'est d'influencer les politiques publiques, toi, t'es complètement rassuré et assuré par cette approche, et tu penses qu'il faut plutôt baser. Par exemple, là, tu as une carte blanche, tu peux vraiment influencer les politiques publiques avec ta recherche. Tirer avec ça, ou tu tenterais quand même une analyse basée sur les données? Alors, première chose, il y a des données, donc c'est pas basé uniquement sur le dire d'experts. Petit 2, je dirais que non, j'irai pas avec ça, parce que ça, c'est une étude vraiment préliminaire, en fait, c'est un projet de relativement petite envergure, mais je pense que oui, ça a un intérêt vraiment fort, parce que les éléments plus, on pourrait dire plus verbeux, en tout cas plus qualitatifs, qui ressortent non seulement de l'étude et des poids et des jugements des experts, c'est intéressant, mais au-delà de ça, vraiment, il y a une plus-value à mettre en... Enfin, tu aurais vu pendant l'atelier, il y a des gens qui nous ont dit, mais nous, on travaille dans la DDT A et dans la DDT B, et ben, en fait, on savait pas que vous faisiez ça, et grâce à l'atelier, on sait que vous le faites, donc on va pouvoir faire des échanges, on va regarder un peu ce qui s'est fait ailleurs. Le travail qu'on a fait pour notre indicateur de défendabilité, c'était tiré d'un travail qui avait été fait dans une des préfectures, je sais plus laquelle, et en fait, le travail avait déjà été fait localement. Et c'est le genre de choses qui peut se perdre si on met pas les gens en contact. Donc je pense qu'il y a quand même une plus-value à faire des travaux participatifs. Ouais, je vois que l'heure tourne.
Je sais pas. Dernière question. Non, ça sur le même point. Je pense qu'on peut découper deux choses différentes. Une chose, ce sont l'expert pour les préférences de la population, et l'autre, c'est pour contre les données, par exemple, toute la part de sensibilité, et c'est la caserne des pompiers, la distance, c'est l'espèce. Là-bas, il y a des données, on peut faire une régression statistique sur les données de feu, sur les qu'est-ce que sont les facteurs qui augmentent la propagation ou pas. Donc, on peut faire les deux, pas nécessairement les données ou l'expert. On peut faire les deux. Et cette deuxième approche dont tu parles, c'est ce qui est classiquement fait en fait en recherche sur le risque de feu. Il y a une grosse littérature là-dessus. Et nous, justement, on voulait ces approches un petit peu plus interdisciplinaires ou transdisciplinaires. Elles sont très développées pour les inondations, par exemple, les tremblements de terre. Il y a pas mal d'études qui font ce genre de choses. Sur les feux de forêt et les risques en forêt en général, ça reste très technique, très axé sur les modèles quantitatifs en sciences de l'environnement basés sur de la donnée. Et nous, on a voulu apporter quelque chose de différent en le ramenant d'ailleurs. Mais en effet, c'est quelque chose qui est fait, qui continuera à être fait, qui a tout son intérêt. Et tu as fait une comparaison? Ce qu'on a fait dans l'article, nous, c'est qu'on a comparé nos cartes, on a mesuré l'écart entre nos scores sur nos cartes dans un cas où on met tous les poids à 1 et les poids issus des jugements des experts pour voir un petit peu quelles sont les zones qui, suite au jugement des experts, ressortent plus ou ressortent moins. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait dans l'article à titre illustratif. Voilà. Alors, je vois que l'heure tourne. On m'avait dit que j'avais 1 heure et demie, c'est ça? Vu qu'on prend les questions au fil de l'eau, je continue un peu parce qu'en fait, j'avais prévu de présenter un deuxième truc, mais je vais aller un tout petit peu plus vite et c'était plus court aussi. Le deuxième exemple de travail pluridisciplinaire que je voulais présenter, c'était un travail issu de ma thèse, toujours sur les feux de forêt, où on s'intéresse à des couplages de modèles pour traiter de la question des feux, mais cette fois-ci vraiment à grande échelle. Donc là, on n'est plus à l'échelle du territoire, on est à grande échelle. Et ce travail-là, il est beaucoup plus classique dans sa conception, dans le sens où c'est un travail de couplage entre des modèles écologiques et des modèles économiques. Mais il y a toute la question de l'interfaçage, en fait, entre ces différentes approches. Donc, quelques éléments de contexte rapides. Ce qui est vraiment important à mon sens, c'est qu'en fait, dans la littérature sur l'économie de la filière forêt-bois et les modèles à grande échelle, on utilise des modèles de simulation qui sont en grande partie déterministes pour faire des projections parfois à long terme. Alors qu'on a des phénomènes qui sont peut-être pas si certains que ça, on a des modèles relativement déterministes et la question du risque est relativement moins traitée dans la littérature que ce qu'on pourrait penser. À côté de ça, on a des aléas, notamment les feux, qui sont fortement stochastiques, donc qui ont une stochasticité intrinsèque, mais qui sont aussi liés à l'incertitude liée à l'évolution du climat. Et lorsqu'on veut en parler dans notre littérature sur la modélisation du secteur forestier à grande échelle, se pose la question de l'intégration de ces risques stochastiques et de l'évolution incertaine de leurs déterminants climatiques dans des modèles déterministes de la filière forêt-bois. Et donc, ce qu'on a essayé de faire dans ce travail, c'est de capitaliser sur les avancées en modélisation des feux de forêt pour traiter de cette question de l'incertitude climatique dans nos modèles économiques de la filière forêt-bois. On avait 2 objectifs principaux. Le premier, qui est un objectif thématique, évaluer les impacts économiques et environnementaux, notamment sur les stocks de carbone, d'une aggravation des régimes de feu dus au changement climatique sur le secteur forestier français d'ici à la fin du siècle, en regardant les ressources forestières et l'activité industrielle. Le deuxième objectif, qui est un objectif plutôt méthodologique, mais qui vient informer aussi le fond, enfin ce qu'on fait avec ces modèles, et qui pour moi est l'objectif le plus, on va dire, qui moi en tout cas me paraissait le plus important dans cette étude, qui était d'introduire l'incertitude dans notre modèle de filière et de s'intéresser à sa propagation dans le système modélisé, son impact sur différents types de variables, et de séparer différents types d'incertitudes qui vont toutes être liées, ici on va le voir, au climat, mais de voir comment différents types d'incertitudes climatiques se propagent dans le modèle et pourquoi. Donc notre zone d'étude, cette fois-ci, c'est toute la moitié sud de la France, alors je vous passe les détails, mais entre la période historique et la période future, on s'attend à une aggravation et une extension des régimes de feu sur la moitié sud, voire la moitié nord de la France. Mais je passe compte tenu du temps. Alors, le premier modèle, on utilise 2 modèles dans cette étude qu'on va interfacer.
Le premier modèle, c'est le FFSM, qui est un modèle économique bioéconomique de la filière forêt-bois française, développé au Bêta à Nancy, que certaines personnes connaissent très bien dans cette salle. Ce qu'il faut retenir de ce modèle, et je vous passerai les détails, c'est que c'est une représentation modulaire et intégrée de la filière forêt-bois, où on va représenter à la fois la ressource forestière et son évolution, les marchés du bois et les transformations industrielles, la transformation des produits, leur commercialisation, les comportements des gestionnaires forestiers, notamment leurs décisions de replantation et de gestion, et le carbone. Donc on a une comptabilité carbone intégrée à ce modèle, et ces différents modules communiquent et permettent de simuler de manière dynamique le système filière forêt-bois. Et ce qu'on va faire ici, c'est dans ce grand modèle qui est un modèle déterministe, on y introduit des feux de forêt, et on l'introduit de manière stochastique. Je vois Antonello qui hoche un peu de la tête. On pourra en parler après si tu veux. Mais voilà, dans ce modèle relativement déterministe, on y introduit quelque chose de très stochastique, les feux de forêt. Et le deuxième modèle qu'on utilise, c'est un modèle d'activité des feux qui s'appelle Fire-Lihood, qui est développé par les collègues à INRAE à Avignon. Donc je vais pouvoir vous en parler de manière globale. Je ne pourrais pas rentrer dans les détails puisqu'il faudrait laisser la parole à mes collègues écologues et statisticiens. Mais c'est un modèle qui représente les feux par leurs propriétés émergentes à assez grande échelle, à l'échelle régionale. C'est un feu qui s'intéresse dans un premier temps à l'occurrence des feux en rouge et dans un deuxième temps à la taille des feux en vert. Ce modèle, il est calibré à partir des données d'observation des feux qu'on a depuis plusieurs décennies dans le quart sud-est de la France. Et c'est un modèle statistique qui est basé sur un processus de Poisson pour la partie occurrence et qui, à partir de deux types de données, il est estimé à partir de deux types de données qui vont être le FWI, l'indice Fire Weather Index, donc l'indice feu météo, qui est basé sur des données météorologiques, donc précipitation, température, vitesse du vent, qui est développé par les Canadiens, donc on en parlait tout à l'heure, et des données de land use, et alliées aux observations de feux de ces dernières décennies, et à des effets, des random effects dont je ne pourrais pas vous donner les détails maintenant, nous permet d'estimer un modèle qui ensuite permet de simuler, une fois qu'il est calibré, validé, nous permet de simuler des occurrences de feu sur notre grille de pixels de manière stochastique. Donc ça veut dire que si vous faites la même simulation plusieurs fois avec les mêmes données en entrée, vous n'aurez pas forcément les mêmes feux qui apparaissent. Et pour chacun de ces feux, donc ça va être 0 ou 1, 1 il y a un feu, 0 il n'y a pas de feu, il y a un deuxième sous-modèle qui ressemble grosso modo à une distribution par morceau de la taille des feux, encore une fois calibrée à partir du même type de données d'observation, nous donne donc une distribution par morceau des feux, des tailles de feux, pardon, et à chaque feu qui apparaît, on va pouvoir lui attribuer, grâce à cette distribution, une fois qu'elle est calibrée et validée, une taille. Et en utilisant les deux de manière intégrée, on est capable de simuler des histoires de feux, donc sur plusieurs années, dire voilà les feux on va simuler des feux et le faire plusieurs fois. Et comme le modèle est stochastique, on n'aura pas la même chose à chaque fois. Ça, on va le faire pour 5 modèles climatiques différents, donc des modèles globaux et des modèles régionaux. On a 5 jeux de modèles différents et on a 3 modèles climatiques différents. Et donc, comme je le disais, ça nous donne en sortie des histoires de feu qu'on va faire 30 fois. Donc on va faire 30 réplications de la même chose. Donc on a 15 jeux ici, donc 5 modèles x 3 scénarios. Ensuite, x 30 réplications stochastiques, ce qui nous fait un grand nombre d'histoires de feu qu'on va pouvoir ensuite donner à manger à notre modèle de la filière forêt-bois, le FFSM, qu'on retrouve ici. Je vais vous passer les détails. On a développé on a utilisé des coefficients de mortalité issus de la littérature sur les effets des feux pour établir un lien entre le modèle de feu et le modèle de la filière forêt-bois. Et ensuite, en sortie, on va avoir nos variables économiques et d'inventaire forestier de récolte. On va les regarder, on va les étudier entre les différents scénarios, mais on va aussi faire de la partition d'incertitude. On va essayer de séparer différents types d'incertitudes dues au choix du modèle, dues au choix du climat, dues aux réplications, donc à la nature intrinsèquement stochastique du phénomène de feu, et aussi dues aux variabilités de la météo d'une année sur l'autre, dans une même, sur une même, on va dire, fenêtre climatique. Donc c'est ce que je représente ici, je vais vous passer le détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va avoir 4 types d'incertitudes liées au feu et au climat.
une incertitude due au choix du modèle, une incertitude due au choix du scénario climatique pour un même modèle, une incertitude due au fait qu'on fait plusieurs réplications stochastiques pour le même modèle et le même scénario, et ensuite ce qu'on appelle la variabilité interannuelle, ce qui est dû au fait que imaginons une tranche de 30 ans où on considère que le climat ne change pas, pour des conditions de climat similaires, pour le même modèle, pour le même scénario, pour la même réplication. D'une année sur l'autre, en fait, la météo, c'est assez chaotique, et donc on va avoir une variabilité interannuelle qu'on va lisser. Et donc on a ces 4 types d'incertitudes climatiques qu'on va séparer dans nos résultats. Donc le type de résultat qu'on va observer, donc dans un premier temps, c'est l'activité des feux. Donc ça, c'est juste pour vous représenter, c'est l'indice feu météo moyen sur notre zone d'étude à la fin du siècle. Donc ici vous avez les 3 scénarios climatiques, et c'est des moyennes multimodèles, multi-réplications. Donc on observe bien que quand on est en RCP 8.5, le danger est plus élevé et plus étendu vers l'ouest, vers le nord, donc tout va bien. Et nous, ensuite, ça se traduit par des surfaces brûlées qui augmentent dans nos régions. Ça, c'est les régions du modèle. On observe donc en RCP 4.5 une augmentation des surfaces brûlées de l'ordre de 20 à 30% par rapport au cas en climat constant, et en RCP 8.5 de l'ordre de 50-60% de surfaces brûlées en plus. Ça, c'est pour vous donner une image de nos scénarios. Et ensuite, on a tout un tas de variables. Donc notre modèle de la filière forêt-bois, c'est vraiment une grosse machine. Il y a des centaines de variables en sortie. On va s'intéresser à plusieurs types de variables. Des variables plutôt d'ordre inventaire forestier, récolte, mais aussi des variables sur les prix, sur les échanges, ou encore sur ce qu'on appelle le surplus du producteur ou le surplus du consommateur, donc le bénéfice économique retiré par les consommateurs ou les producteurs de bois. Et on va essayer de comprendre comment tout ça évolue dans les différents scénarios. Donc nos scénarios climat constant, nos scénarios sans feu, climat constant, RCP 4.5, RCP 8.5, avec une distinction entre la moitié sud de la France, qui est notre zone d'étude, où on a introduit des feux, et notre moitié nord, où on n'a pas introduit de feu dans cette étude. Je vais vous passer les détails parce que c'est des gros tableaux et je préfère garder du temps pour les questions. Mais ce qu'on est capable de faire, en fait, c'est de se faire un petit peu des mind maps des différents effets et comment ils sont liés les uns aux autres, avec des interactions de premier ordre, des interactions de deuxième ordre, et des différences entre le nord et le sud de la France. On a notamment des effets de compensation lorsque les récoltes baissent dans la moitié sud parce que les propriétaires récoltent moins parce qu'ils perdent de l'inventaire forestier. Les propriétaires dans le nord de la France récoltent un petit peu plus pour compenser et donc vont vendre à des consommateurs dans le sud de la France. Voilà le genre de choses qu'on est capable de mettre en évidence. Mais je vais vous passer les détails et vous faire plutôt un petit résumé. Donc, de manière logique, ce qu'on observe, c'est que l'augmentation de la mortalité due au feu va faire baisser nos stocks de carbone et les récoltes dans le sud de la France. En termes d'ordre de grandeur, quand on regarde carbone forestier, donc cette ligne-là, dans le sud de la France, on perd, donc là, on est dans les 3 à 4% d'inventaire lorsque on est en RCP 4.5 ou RCP 8.5. Donc ça peut paraître peu, mais 3 ou 4% du stock de carbone de la forêt, c'est quand même beaucoup. Et en aval, donc vu qu'on récolte moins, les stocks de carbone dans les produits et les effets de substitution qui sont associés à l'utilisation de ces produits vont aussi diminuer. Localement, on a une offre en bois qui va diminuer et un prix qui va augmenter dans les régions les plus affectées, donc les régions du sud, et ce qu'on appelle le surplus du consommateur diminue, puisque le consommateur va globalement acheter la même quantité de produits, mais il va l'acheter plus cher. Le surplus du producteur, lui, il subit des évolutions contrastées. Et ça, c'est assez intéressant. En fait, on a un effet d'un côté, le producteur de bois, il va moins récolter, il va moins offrir de bois sur le marché, mais le prix augmente parce qu'on a une raréfaction de la ressource. Et on a un petit jeu, selon les régions plus ou moins affectées par les feux et le type de produit qui va y être produit, les situations sont un petit peu contrastées en fait. Il y a des producteurs qui au final vont s'y retrouver et d'autres qui vont perdre complètement. Ce qui ne change pas, c'est que le surplus économique total dans la filière forêt-bois dans son ensemble diminue. Dans le Nord, c'est ce que je disais, on observe que les producteurs à la marge vont profiter de l'augmentation des prix, récolter un petit peu plus,
Et donc, on va avoir une augmentation du surplus du producteur dans la moitié nord de la France, mais qui reste tout de même très modérée. Autre chose qui est relativement intéressant, c'est qu'en raison de la répartition hétérogène de la ressource forestière en France, il se trouve qu'on va avoir plus de résineux dans notre étude qui vont être affectés par les feux. Ce qu'on observe dans nos résultats, c'est que la ressource en résineux va être plus fortement affectée et que les impacts économiques sur les filières de production de produits qui en sont issus vont être aussi plus fortement affectés. Et notamment, quand on regardait les impacts sur le bien-être des producteurs, les producteurs de produits résineux dans les régions les plus fortement touchées, c'est eux qui y perdent le plus dans nos résultats, alors que les producteurs de produits feuillus dans des régions relativement moins impactées vont parfois plutôt bénéficier en fait de l'augmentation des prix. Et on retrouve le même genre de dynamique dans les revenus espérés, des évolutions contrastées selon les régions et les ressources, qui au global, orientent la filière vers un peu plus de conifères, en raison de l'augmentation à la marge des prix des produits résineux. Donc j'en viens à l'incertitude, qui était vraiment le point fort, je pense, de cette étude. Ce qu'on fait, c'est qu'on représente nos 4 types d'incertitudes, donc dû au choix du climat, au choix du modèle climatique, aux différentes réplications stochastiques à modèle et climat constant, ou fixe plutôt, et la variabilité interannuelle d'une année sur l'autre qu'on lisse avant de regarder les 3 autres types d'incertitudes. On les représente au cours du temps, entre 2020 et 2100, c'est la durée de notre étude. Ce qu'on représente au milieu, donc là vous l'avez pour 2 variables. Une variable plutôt d'ordre activité des feux, donc les surfaces brûlées, et une variable de type plutôt activité dans la filière, les niveaux de récolte. En haut, vous avez une représentation avec en pointillé la moyenne, tous scénarios confondus, toutes réplications confondues. Donc en pointillé, c'est l'évolution de la moyenne multimodèle, multiscénario, multiréplication de nos variables. Et autour, on a fait nos enveloppes d'incertitude avec les différentes couleurs. En bas, c'est grosso modo la même chose, sauf qu'en fait, on ne représente que les incertitudes avec un total qui est à 1 ou à 100, et on regarde en pourcentage quelle est la contribution relative de chaque type d'incertitude à l'incertitude totale. Encore une fois, en théorie, ces types d'incertitudes sont orthogonaux. En pratique, il y a quelques recoupements dans le calcul. Ce qu'on observe, c'est que l'incertitude liée au choix du modèle climatique et du scénario climatique, donc le vert et le bleu, sont vraiment faibles en début de simulation, mais relativement importants en fin de simulation, surtout sur la partie droite ici, qui est donc la dynamique de filière, ici illustrée avec les récoltes, mais on retrouve la même chose sur d'autres variables, type prix des produits ou échanges commerciaux. Alors que, pour la partie de gauche, c'est le orange qui prédomine tout au long de la simulation, même si son importance relative diminue. Le orange, c'est les fluctuations interannuelles. Ça domine vraiment l'activité des feux, ici avec les surfaces brûlées, alors que, pour nos dynamiques dans la filière en aval, ça domine pendant 10 à 15 ans, et ensuite c'est fortement atténué. Et ça, c'est dû à la manière dont fonctionne la filière forêt-bois. La filière forêt-bois, vous avez un énorme stock de ressources, et les feux, c'est vraiment une perturbation incrémentale. Il va y avoir des feux une année, ça va retirer un tout petit peu d'inventaire, puis encore un petit peu l'année d'après, encore un petit peu l'année d'après, et le temps que cet inventaire, en fait, se remette en place et pousse, puisque la forêt, ça met plusieurs décennies avant de pouvoir être de nouveau exploitable, vous avez une sorte d'effet cumulatif sur la filière. Ce qui explique qu'en fait, nos variabilités interannuelles, elles ont relativement peu d'impact, elles sont vite atténuées. Par contre, les différences qui sont dues au choix du modèle ou au choix du scénario vont s'accumuler dans le temps, se cumuler, ce qui explique l'importance très forte de ces 2 types d'incertitudes sur nos résultats pour la filière forêt-bois. Alors que là, les surfaces brûlées ou le nombre de feux, c'est quelque chose qui est indépendant d'un stock, ça dépend juste ça dépend principalement des variables météorologiques l'année en cours, donc on a moins cette dynamique-là d'accumulation des effets sur le long terme. Et l'incertitude qui est due à la stochasticité intrinsèque du phénomène de feu, en orange-rouge ici, elle est jamais prédominante, mais par contre, elle atteint un pic d'importance en milieu de simulation, donc sur le moyen terme, et pour certaines variables, ça monte jusqu'à 30% de l'incertitude totale, ce qui nous montre que sur des simulations prospectives de moyen terme,
il est relativement important de prendre en compte non seulement différents modèles et différents scénarios climatiques, mais aussi la variabilité intrinsèque du phénomène environnemental. On ne peut pas le considérer comme déterministe lorsqu'on fait ce genre de projection, notamment sur le court moyen terme. Sur le long terme, par contre, c'est un type d'incertitude qui va être écrasé par le choix du modèle climatique ou le choix du scénario climatique. Voilà, donc ce slide répète un peu ce que j'ai déjà dit, mais pour moi, ce qui est vraiment important, c'est cette question des profils d'incertitude qui, en fait, dans cette étude, ce qu'on a réussi à redémontrer, c'était l'intérêt de réaliser une modélisation en fait en univers incertain pour mieux comprendre les phénomènes et on réaffirme en quelque sorte la nécessité de considérer plusieurs scénarios, plusieurs modèles et comme je le disais à l'instant, la nature intrinsèquement incertaine des phénomènes environnementaux qu'on a illustrés ici avec les incendies dans les études économiques et les études de prospective économique parce que ça peut avoir des impacts non négligeables. Cela dit, ce qu'on a observé dans nos résultats aussi, c'est que l'impact le plus significatif, il était sur l'inventaire, sur le stock de carbone, mais que quand on s'intéresse aux impacts un peu plus en aval sur les industries, mis à part quelques cas particuliers des régions très impactées ou de certains produits résineux, comme je le disais, qui sont très impactés, les conséquences économiques sur le reste de la filière, je ne suis pas rentré dans les détails, mais restent relativement modérées. On a des écarts à notre scénario de base qui sont de l'ordre de 1% ou moins. Donc des impacts relativement faibles, qui sont dus en grande partie au fait que les incendies concernent tout de même une part relativement restreinte de l'inventaire, contrairement aux tempêtes qui sont beaucoup plus rares, mais beaucoup plus massives dans leurs impacts. Là, ici, on a quand même une filière qui semble relativement résiliente, on va dire, aux incendies dans nos simulations. Voilà, donc j'en arrive à la fin de ma présentation. Donc pour vous rappeler, l'idée, c'était vraiment d'illustrer la manière dont on peut conduire une recherche transdisciplinaire, ici illustrée sur la question des feux de forêt, pour éclairer justement une question à l'aide de différentes méthodes, de différentes disciplines. Moi, ce que je dirais aussi sur un plan personnel, c'est que ça m'a beaucoup apporté de collaborer avec des collègues issus de disciplines, de cultures scientifiques différentes, que ce soit mes collègues écologues, mes collègues géographes, mes collègues économistes. Moi, j'avoue que je me considère un petit peu à l'interface de tout ce petit monde, mais ça n'empêche qu'il faut tout de même garder à l'esprit que lorsque vous faites une recherche interdisciplinaire ou pluridisciplinaire ou transdisciplinaire, il y a quand même besoin d'avoir une assise disciplinaire ou méthodologique relativement forte, et être en interface pure, surtout en début de carrière de recherche, c'est assez compliqué. Donc c'est quelque chose que l'on peut envisager sereinement lorsque l'on maîtrise déjà plutôt bien un domaine et qu'ensuite on peut construire des collaborations avec les collègues d'un autre domaine et que c'est tout à fait enrichissant. Voilà, je m'arrête là et maintenant on peut prendre s'il y a encore des questions, des remarques autres. Oui. Oui, merci beaucoup Miguel pour cette présentation très intéressante. Moi j'aurais 2 remarques et une double question en rafale. Première remarque, donc il y a eu la fameuse étude qu'on appelait levier forestier de la forêt sur le carbone, Roux et al. Publiée chez Quae. Et ce serait bien que cette étude soit refaite dans le cadre de Forest. Et on se dit que ce type d'approche pourrait apporter une contribution tout à fait intéressante. Ça, c'est la première remarque. Ma deuxième remarque, c'est que la même méthode me semblerait très intéressante à appliquer à la problématique des dépérissements et donc de leur influence sur les stocks et marchés du bois. Et puis après, j'ai une question, mais je sais pas. Je peux réagir aux remarques. Oui. Merci Myriam. Justement, ça tombe bien qu'on en parle parce que en fait, la genèse un peu aussi de ce travail, c'était l'étude Roux et al. Qui déblayait un peu le terrain en fait, mais sur la partie sur les aléas en fait, il y avait des grosses limites méthodologiques, notamment parce que ça venait un peu en bout d'étude. Et ce qui avait été fait, il me semble, c'est que pour les tempêtes, il y avait une tempête avec un couloir de tempête. Sur les feux, il y avait une saison de feu particulièrement intense qui était simulée, mais il n'y avait pas il me semble, de bouclage en interne en fait des aléas dans les modèles, ou la répétition en fait, comme on a vu ici, l'accumulation des feux sur le temps long. Et c'est ça vraiment qu'on a voulu apporter. Et ça tombe bien parce que là, on travaille avec Félix Bastit sur les tempêtes. On fait un peu le même travail sur les tempêtes dans le cadre de son dernier chapitre de thèse. Et donc,
encore une fois, ce que fait Félix, c'est aussi en lien un peu avec cette étude de Roux et al., où on essaye de travailler sur de multiples tempêtes, avoir des bouclages en interne dans le modèle avec de multiples tempêtes, et pas des tempêtes forcément déterministes. Et donc on essaye vraiment d'apporter brique par brique nos différents aléas au modèle FFSM. Donc ça paraît tout à fait pertinent de continuer les collaborations dans ce sens dans les années qui viennent. Je te laisse poser tes questions. Alors, mes questions, elles portaient sur les graphiques concernant la part des incertitudes, là. D'abord, il y a deux choses qui m'étonnaient. La première, c'était effectivement cette petite augmentation des incertitudes stochastiques, de la part des incertitudes stochastiques en milieu de période, parce qu'intuitivement, moi, j'aurais imaginé que ça allait être constant et lié aux paramètres de la stochasticité. Mais du coup, est-ce que tu peux en 2 mots nous expliquer d'où ça vient, ce petit ventre là? Alors, j'essaie de reconstituer mes idées parce que ça fait un petit bout de temps qu'on a fini ce travail. Elles sont relativement constantes. En tout cas, en termes de, il n'y a pas de variation aussi énorme que pour les autres types d'incertitudes. Vraiment, je pense qu'en fait, le petit pic qu'on voit au milieu, il est surtout contingent. En fait, il y a 2 niveaux de réponse. Le premier niveau de réponse, c'est que ce pic-là au milieu, il est contingent au fait que ces 2 types d'incertitudes-là commencent vraiment à se cumuler fortement et écrasent un petit peu l'autre, en fait. Parce que là, on est sur un graphique relatif entre les différents types d'incertitudes. Et le deuxième niveau de réponse, si tu regardes le graphique absolu, là, on voit quand même que le rouge, il est de plus en plus large, donc il y a un impact de plus en plus fort de ce type d'incertitude. Ça, c'est encore une fois, comme pour le vert et le bleu, dû à l'accumulation. Imaginons que pour un même modèle et un même scénario climatique, tu as 30 réplications, on en prend 2. Ben en fait, vu que l'occurrence des feux et leur surface brûlée vont pas être les mêmes, les divergences vont s'accumuler puisque tu retires l'inventaire et le temps qu'il le repousse, tu as un impact qui s'accumule au cours du temps. Donc c'est pour ça que le rouge, en fait, la partie rouge augmente également. Simplement, elle augmente de manière moins forte parce que contrairement au choix du modèle ou au choix du scénario climatique, l'impact sur les surfaces brûlées va être moindre. Entre 2 réplications, il y a moins de différence. Donc voilà. Et l'autre chose qui m'étonnait, c'était le rapport entre le vert et le violet, parce que d'habitude, on dit que plus on va vers la fin de siècle, plus la part de choix du scénario domine sur la part du modèle. Et là, finalement, ça reste tout au long de la période, grosso modo 50-50. Alors, c'est à nuancer, je pense, parce que ça. Là, c'est 2 variables. Il y en a plein d'autres, en fait. Donc, je pourrais pas te dire avec certitude de mémoire si parfois le vert est pas un peu plus important que le bleu. Si on prolongeait aussi, je sais pas trop ce qui se passerait, mais il est possible que ça s'inverse un petit peu plus loin. Et c'est aussi contingent au choix des modèles et au choix des. Alors, le choix des scénarios, on a choisi des choses assez classiques, mais les modèles, on en a pris 5 et il y avait une base de données où il y en avait plusieurs dizaines, en fait. Donc, c'est aussi très contingent au type de modèle. Là, on a essayé d'utiliser des modèles tout de même qui montrent une bonne panoplie de diversité dans leurs approches, avec des modèles à la fois très pessimistes et des modèles très optimistes. Mais il faudrait refaire avec un grand nombre de modèles pour vraiment pouvoir conclure. Juste pour compléter sur l'incertitude des modèles, Myriam, Ouais. on a vu la même dichotomie dans un autre projet où on regardait la propagation de l'incertitude des scénarios climatiques plus modèles dans Margot. Et c'est pareil. À horizon 2100, c'est pas franchement l'un qui domine sur l'autre. Il y a vraiment, je pense qu'on avait quasiment 50% de l'incertitude qui était à recouper en 2 après de manière équilibrée entre les modèles et les climats. Oui, bonjour. Moi, j'avais juste une question à poser sur les facteurs, sur comment vous avez choisi ces différents facteurs et également savoir si les experts ont eu leur mot à dire sur les facteurs qui étaient pris en compte et leur regroupement par rapport aux différents types qui ont été présentés ou pas encore. Alors, bonne question. Le choix des facteurs et des indicateurs, puisqu'on les choisissait un peu en tandem. Alors, le choix des facteurs, il est beaucoup issu de la littérature. Hein. Donc, on a notre stagiaire qu'on avait à l'époque qui a vraiment creusé la littérature sur la vulnérabilité sociale, la vulnérabilité des populations, pas que pour les feux d'ailleurs, pour la vulnérabilité des populations en général,
La littérature aussi sur l'écologie des essences forestières, leur comportement face au feu. Donc il y a plusieurs types de littérature comme ça qui ont été épluchés pour voir un peu ce qui ressortait comme quels sont les facteurs, donc vraiment les raisons pour lesquelles quelque chose va être plus ou moins sensible ou résilient. Et à partir de ça, on a dû sélectionner ce qui était comment dire, ce qui était pertinent à notre échelle d'étude. Parce que par exemple, si on s'intéresse au bâtiment, le nombre de fenêtres et la taille des ouvertures de fenêtres, c'est apparemment très important. Sauf qu'en fait, à l'échelle du pixel de 1 km, c'est pas franchement quelque chose qui est pertinent ou qu'on pourrait mesurer. Donc il y a eu un filtre sur la pertinence à l'échelle à laquelle on travaille. Et ensuite, il y a eu un filtre sur ce qui est concrètement possible d'estimer à l'échelle pixel 1 km à partir des bases de données publiques et de la littérature, des bases de données existantes. Donc il y a ce travail qui a été fait, qui parfois nous a mené à écarter des facteurs ou des indicateurs qui leur aient été pertinents de prendre en compte, mais comme c'est pas la bonne échelle, ou comme la donnée n'existe pas, ou est trop, on va dire qu'on n'avait pas un degré de confiance suffisant pour s'en servir, on a dû les écarter. D'accord. Je peux me permettre une deuxième question juste? C'est peut-être naïf, mais je voulais savoir dans quelle mesure est-ce qu'on considère que les feux sont stochastiques aujourd'hui et à quel point c'est lié au fait peut-être que 90%, comme vous le disiez, étaient liés à du criminel ou de l'accidentel? Je suis pas sûr de pouvoir répondre à la question, il faudrait la poser aux écologues qui s'y connaissent plus que moi. Mais j'avoue que là, comme ça, je vois pas je saurais pas dire s'il y a un lien entre la nature accidentelle ou criminelle et la stochasticité des feux. Ça, je saurais pas répondre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a la stochasticité dont je parlais, c'est vraiment la stochasticité du phénomène de feu lui-même, en fait. Ce qu'on sait dans la littérature, c'est qu'il y a des déterminants de type land use, par exemple, pour expliquer l'occurrence des feux. Et ce qui ressort, c'est que des déterminants très importants, enfin la plupart des feux aujourd'hui, comme ils sont causés par des humains, ils vont être causés proches des routes, proches des habitations, quand on a un mitage de la forêt par du bâtiment, et très rarement dans des zones plus reculées. Donc ça, c'est des choses qui sont documentées. Mais par contre, il me semble avoir lu des articles qui disaient justement que les feux accidentels, c'était proche des centres d'activité, des centres d'habitation, des barbecues, des machines agricoles, des cigarettes, alors que les feux criminels, ils vont être moins nombreux, il y a beaucoup moins de départs de feu, mais souvent ils vont être allumés dans des endroits, en tout cas il me semble avoir lu ça, dans des endroits plus éloignés, justement parce qu'il y a une intention derrière. Donc il y a des études qui s'y intéressent, mais je ne saurais pas t'apporter de réponse définitive tout de suite. Okay. Mais en tout cas, c'est pas non plus un phénomène qui se détermine, enfin qui est rendu déterministe par ces choses-là. Il y a des études qui essayent en tout cas de voir quelle est l'influence de différentes variables sur les départs de feu ou sur la taille des feux. Il y a une littérature dessus, je pourrais t'envoyer des références si tu veux. Toujours sur cette question-là des facteurs et indicateurs, les experts ils discutaient sur les facteurs, c'est bien ça que tu as dit? Ou sur le couple facteur-indicateur? J'ai pas répondu à cette question-là. Alors, pour le choix des facteurs, on a principalement inclus tous les experts n'ont pas participé, donc on a pas mal échangé avec les experts plutôt scientifiques, on va dire, que ce soit les équipes à Avignon, aussi des équipes à Montpellier qui travaillent sur ces questions-là depuis un certain nombre d'années, et sur notre revue de littérature. Et après, dans les entretiens qu'on a fait où ils comparaient les différents facteurs, c'est les facteurs vraiment qu'ils ont comparés, pas les indicateurs. Donc à chaque fois, on leur expliquait, le facteur, c'est la taille des ménages, et on leur expliquait à chaque fois pourquoi. On disait, c'est la taille des ménages, parce qu'un ménage où vous avez 8 personnes, c'est plus dur à faire évacuer quand vous avez que 2 adultes qu'un ménage avec deux adultes et un enfant. Et donc à chaque fois, on leur expliquait les concepts et les facteurs, et pourquoi le facteur devait contribuer à la vulnérabilité pour qu'ils comprennent bien la logique derrière. Mais par contre, ils ne comparaient pas les indicateurs, c'était vraiment les facteurs, les raisons sous-jacentes. Mais du coup, la question qui me vient de ça, c'est du coup, ils mettent des poids sur la base de facteurs, mais sachant que pour un même facteur, tu aurais pu choisir 10 indicateurs différents, et c'est sur l'indicateur que tu vas faire porter le poids. Du coup, ce que ça veut dire, c'est que tu vas prendre des indicateurs que tu vas coupler avec des facteurs de poids, mais c'est des indicateurs qui sont pas comparables entre eux. Les économistes, ils aiment bien parce qu'ils peuvent y mettre des euros partout, et donc du coup, c'est comparable. Justement, on a voulu éviter ça. Mais du coup, ça vous encourez le risque de vous faire critiquer sur le fait que vous mélangez des choux, des lapins et des carottes. Et du coup, ça fait des indices qui sont très sensibles aux indicateurs que vous choisissez, aux facteurs de poids. Et après, en plus, vous avez 3 indicateurs que vous combinez, enfin 3 indices que vous combinez pour avoir vos cartes. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de
de Oui, source de sensibilité, en fait, oui, potentiellement. complètement. Et nous, vraiment, la portée, c'est pas une portée prédictive. Donc, en fait, pour nous, c'était pas ce qu'il y avait de primordial de quantifier l'incertitude ou autre, parce que honnêtement, je pense que c'est en plus très très compliqué lorsqu'on travaille à partir de dires d'experts comme ça demanderait une étude beaucoup plus approfondie. Après, c'est un parti pris aussi. C'est un parti pris de faire travailler les gens non pas sur l'indicateur qui a été choisi, avec toutes les incertitudes qu'il peut y avoir sur la manière dont il est calculé et tout, mais vraiment sur sur les raisons sous-jacentes qui expliquent pourquoi les éléments sont plus ou moins vulnérables. On a fait le choix de les faire travailler là-dessus. Après, pour le fait de mélanger les carottes et les patates, nous, plutôt que d'utiliser des euros, on a voulu justement ne pas passer par cette étape-là et travailler sur nos variables. On a nos variables qui peuvent être des hectares, des euros, des surfaces brûlées, enfin on a tout un tas, des mètres cubes de bois. On les a tout simplement, on a regardé leur distribution en fait, et puis après on a ramené toutes les distributions sur la même échelle de 0 à 1 pour pouvoir les comparer sans dimension en fait, sans unité, sans dimension. On voulait justement éviter cet écueil d'autres études un peu plus anciennes qui passaient par des évaluations économiques, mais du coup ça les restreignait vachement dans les facteurs et les indicateurs qui étaient étudiés, et notamment c'était l'expérience du risque. Par exemple, c'était quelque chose de très difficile à capturer dans ces études-là parce que pour mettre une valeur en euros dessus, c'est très compliqué. Et il y a tout un tas de facteurs comme ça. On parle bien du facteur là, pas de l'indicateur. Si on se pose comme contrainte d'utiliser un indicateur monétaire, eh ben l'étude se restreint en fait. Et nous vraiment, comme je disais, l'idée c'était de décloisonner. Une très petite question parce que c'est pour clarification. Est-ce que le TA étude le questionnaire, est-ce qu'ils sont adaptés à le nouveau climat ou est-ce qu'il fait le même? Qu'est-ce qui est planté après il y a un feu, etc. Peut-être tu as déjà dit, mais c'était pas sensible. Dans la deuxième étude que j'ai Oui. faite, ouais. On a, pour ce qui est replanté après, on a gardé les paramètres du modèle de base. Il n'y a pas eu de travail sur Adaptation. le changement des essences ou le changement des modes de gestion. Là, c'était en dehors du périmètre. Parce qu'on peut imaginer qu'il va récolter plus tôt pour avoir moins de risque de perdre quelque chose. Oui, on pourrait complètement travailler dessus. Ouais. Je vais poser une question en ligne d'Erwin Dreyer, qui demande par rapport, alors je pense que c'est à la première partie de l'exposé, qui demande si le même travail sur une région moins classiquement touchée par les incendies de forêt aboutirait-il aux mêmes conclusions et au même poids des différents facteurs, ou tout cela est-il très contingent aux caractéristiques régionales? Alors, je ne vais pas pouvoir apporter de réponse définitive sans le faire, mais moi, ça fait partie des choses qui m'intéressent. Moi, ça m'aurait beaucoup intéressé sur un projet, mais sur plusieurs années, vraiment plus ambitieux, avec plus d'envergure, de travailler sur plusieurs régions, de travailler avec différents types d'experts aussi, justement pour voir si les perceptions changent en fonction des régions, en fonction des milieux, en fonction des milieux professionnels aussi, des différents types d'experts qu'on peut interviewer. Et moi, ça m'aurait beaucoup intéressé d'étendre en fait ça au sud-ouest, donc les Landes notamment, où on sait qu'on a une culture forestière très particulière et une forte exposition, en tout cas un aléa qui est assez important et qui augmente de plus en plus, on l'a bien vu l'été dernier. Moi, ça m'aurait beaucoup intéressé aussi pour mettre les gens en contact, de comparer un petit peu, de faire la même chose dans ces deux régions, et aussi dans une troisième région, peut-être au nord de la Loire, on sait que dans l'ouest, vers la Bretagne, ça va commencer à être touché, et s'intéresser à la manière dont est perçu l'aléa et le risque, dans ces régions qui sont moins touchées. Et moi, je pense en tout cas qu'on trouverait des différences et que clairement les choses ne doivent pas être perçues de la même façon, mais il faudrait le faire pour pouvoir conclure. Et est-ce que toi ou d'autres ont en projet de réutiliser la méthode? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans les tuyaux ou c'est pour l'instant ça en reste là et C'est pas dans les tuyaux, mais moi ça m'intéresserait de le faire, hein, mais ce serait quelque chose d'assez important en termes de volume, je pense, parce qu'il faudrait partir sur quelque chose qui durerait plusieurs années avec un engagement fort aussi des experts qui s'engagent à participer sur le temps long avec plusieurs réunions, voilà, pour avancer ensemble. D'accord. Mais il y a rien dans les tuyaux à l'heure actuelle. Merci Miguel pour la présentation. C'était cool. Je vais pas poser une question sur les feux. Moi, je vais me poser plus la question sur tes patates du début, sur ce qui est trans, inter, pluridisciplinaire. Pour l'interdisciplinaire du deuxième, je vois tout à fait. Enfin, tu as bien expliqué que ça s'articulait par un couplage de deux modèles qui viennent de deux disciplines très distinctes. J'ai du mal à
à attraper les concepts du transdisciplinaire pour le premier exemple, parce que déjà, j'ai du mal à identifier les disciplines mobilisées. Alors, je sais que tu as fait ça avec Jonathan, et j'imagine qu'il y a de la géographie, de l'économie, de l'écologie dedans, mais la méthode me semble pas rattachée à une discipline en particulier. Donc, comment ça s'incarne le transdisciplinaire dans ce travail-là? C'est une bonne question et je suis pas sûr d'avoir la réponse parce que les limites entre ces concepts, pour moi, ça reste aussi un petit peu flou. Mais je dirais que ce qui est clair, c'est que l'intégration va plus loin dans la première étude que j'ai présentée que dans la deuxième, où dans la deuxième, on a 2 méthodologies issues de disciplines différentes. On les utilise toutes les 2, mais on va plus loin que les juxtaposer parce qu'en fait, elles se nourrissent et il y en a une qui a des influences sur l'autre et donc on a vraiment un interfaçage entre les modèles. Donc pour moi, c'est clairement, interdisciplinaire, je me mélange aussi. Oui. Pour moi, le troisième, mais en fait, c'est peut-être aussi au niveau de la façon de percevoir et d'envisager le travail. Dans la deuxième étude, l'objectif, dès le début, ça a été un interfaçage de modèles pour faire communiquer, ajouter une dynamique supplémentaire, regarder les incertitudes. La genèse, en fait, du premier travail, elle était complètement différente. C'était une genèse avec une entrée très conceptuelle, une entrée vraiment très transversale à la question. Et ensuite, on a cherché la méthode, ensuite, on a cherché le cadre conceptuel un peu carré. Vraiment, dans la genèse, c'était pas une approche disciplinaire, en fait. C'était pas une approche méthodologique, c'était vraiment une approche par la question de recherche un peu générale, et le cadre conceptuel large. Et ensuite, en entonnoir, on a progressé sans se poser la question de savoir est-ce que c'est un modèle d'équilibre partiel, est-ce que c'est des entretiens semi-directifs. Et donc, pour moi, l'intégration va un peu plus loin dans la conception même des objectifs et de l'étude. Après, à savoir si c'est clairement interdisciplinaire ou clairement transdisciplinaire, je pense que c'est pas la question la plus intéressante, mais ça va plus loin. Pour moi, il y a une étape de plus. Oui, oui. Ouais, c'est un peu ce que je perçois, c'est que en fait, c'est un travail qui sort du cadre des disciplines plutôt que qui fait la transdisciplinarité. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Merci. Non, bah, je vous remercie. Je pense qu'on va en rester là. Encore merci à toi merci à vous. pour ta participation, pardon. Merci beaucoup.